Ok, ça a recommencé à enregistrer. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Dominique est à l'envers. Pourquoi Dominique est à l'envers, ça je ne sais pas. Voilà la vidéo. Dominique, tu es couché. Voilà, c'est bon. Si vous avez froid, vous fermez simplement la porte derrière vous. Hein, dans un moment où vous risquez d'avoir frais. Puis, je vais proposer à Anne de poursuivre, tout simplement, de participer à cette offre. On va donc prendre le texte maintenant. Alors, comme vous voyez, Tu remets le truc en plastique après. Oui, oui. Alors, donc, première partie du texte, et on comprend 5. Et dont le principe de construction du texte sera donné dans cette première partie. Hein, puisque vous avez fait envoyer d'ailleurs par vous avez reçu, oui, la feuille avec le triptyque, bon, qui est un commentaire en fait de la page, parce qu'on y arrivera aujourd'hui en fait, mais la page 587, où Lacan, d'une certaine façon, donne un premier triptyque qui est payé de mots, payé de sa personne, payé de son jugement le plus intime, qu'il retraduit un peu plus loin, page 589, en tactique, stratégie, politique, et qui sont en fait vraiment tout son texte sera construit comme ça. Il y a la première question, qui analyse aujourd'hui? Et on verra à quoi répond ce texte, la réponse à la psychanalyse d'aujourd'hui, mais qui est une réponse aux théories des transferts, en fait. Et puis, il y aura la partie 2 sur l'interprétation, qui en effet, se payer de mots. Voilà la question de l'interprétation. Quelle est la place de l'interprétation? Payer de sa personne, et il s'agit du transfert. Dans le transfert, qui est, au fond, la stratégie. Il y a la tactique, c'est l'interprétation. La stratégie, c'est le transfert. Et enfin, il doit payer de son jugement le plus intime. C'est la question de l'être, une action qui va au cœur de l'être. Kern unseres Wesens, dit Freud. Ça introduit la 4e partie, comment agir avec son être. Et c'est la question politique. On verra, Dominique Ruda a fait un petit texte là-dessus pour situer ces termes militaires, en fait, la politique, où il ferait mieux de se repérer sur son manque à être que sur son être. Alors, vous remarquez qu'il y a les 3 premières parties sont des questions, forme interrogative, quelle est la place d'interprétation, où en est-on avec le transfert? On voit bien qu'il fait le point sur un certain nombre, et c'est là qu'on a une floraison de références, non seulement freudiennes, il y a beaucoup de références après, mais à tous des psychanalystes post-freudiens ou des psychanalystes de son temps, dont il se fait... il tient à ne citer nulle part Marx explicitement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vraiment, il n'est pas digne même d'avoir son nom dans le crime. C'est à côté, bon, on peut dire à l'IREC, c'est contre. Non, parce que oui et non, oui. Mais ça va bien au-delà d'une question de personne, évidemment, parce que c'est une polémique
qui concerne les concepts et les conséquences de ces concepts. Hein. Donc, voilà. Et puis, la dernière partie, c'est « il faut prendre le désir à la lettre ». Ça, c'est sa thèse. Une très longue partie, très détaillée, avec... Et au cours de toutes ces parties, il y a non seulement des références multiples, mais il y en a certaines qui sont assez majeures. Et il y a des cas cliniques aussi. Et ça, on va certainement s'y arrêter. Par exemple, le cas de l'homme aux cervelles fraîches, c'est un paradigme, c'est vraiment intéressant d'aller lire le cas et de voir comment lui le reprend. Ce n'est pas le seul endroit de son enseignement où il le reprend d'ailleurs. Hein. Bon, il y aurait moyen de faire une année d'études rien là-dessus. Hein. Donc, bon. Mais enfin, Oui, on fait. voilà. Puis il y a la charte, Ferenczi, puis il y a les références freudiennes. Enfin bon, bref. Tout ça. Alors, la question qui analyse aujourd'hui? Prenons le texte au départ. Alors. Vous voyez là d'ailleurs qu'il y a une référence, en effet, à la psychanalyse d'aujourd'hui, en bas, en note. Hein, s'adresse à ces gens-là. Qu'une analyse porte les traits de la personne de l'analysé, à ce moment-là, il ne parle pas d'analysant, hein, on en parle comme de ce qui va de soi. Mais on croit faire preuve d'audace à s'intéresser aux effets qui auraient la personne de l'analyste. Vous voyez, la personne de l'analyste. C'est du moins ce qui justifie le frémissement qui nous parcourt aux propos à la mode sur le contre-transfert, contribuant sans doute à en masquer l'impropriété conceptuelle. Pensez de quelle hauteur d'âme nous témoignons à nous montrer dans notre argile être fait de la même que ceux que nous pétrissons. J'écris là un vilain mot. Il est léger pour ceux qui le visent. Quand on n'a même plus de forme aujourd'hui, à avouer que sous le nom de psychanalyse, on s'emploie à une rééducation émotionnelle du patient. C'est dans un article de Nart, qui est dans le volume. Alors, peut-être, je continue jusqu'au paragraphe suivant. Situé à ce niveau, l'action de l'analyste emporte une position de principe, au regard de quoi tout ce qui peut se dire du contre-transfert, même à n'être pas vain, fera office de diversion, car c'est au-delà que gît dès lors l'imposture que nous voulons ici déloger. Donc, il y a un côté combattant du texte, hein, très critique. Les termes sont forts. L'imposture, c'est une imposture qu'il veut déloger, en effet. Et on voit bien, et c'est au point de vue conceptuel, on parle d'impropriété conceptuelle. Au fond, la question du contre-transfert, qui est ironique par rapport au contre-transfert, en même temps très virulent, mais ironique, le frémissement des propos à la mode, enfin il y a un petit côté ironique. On croit faire preuve d'audace, enfin, le on est assez, bon, il ne nomme pas, mais c'est un peu ironique. Pensez de quelle hauteur d'âme nous témoignons. Alors c'est intéressant ce qu'il dit, à nous montrer dans notre argile, être fait de la même argile que ceux que nous pétrissons. Oui, ça, c'était au cœur de l'affaire. Bon, René va certainement nous développer ça un peu davantage, mais je me contente de quelques petits commentaires sur ces phrases. C'est vraiment le patient et l'analysé et l'analyse sont faits de la même argile, on est les mêmes. C'est tout de suite la symétrie qui est là, d'emblée, la même que ceux que nous pétrissons. C'est quand même dire ça. Si ça, c'est pas dire l'impact, le pouvoir, au fond, que prend en même temps l'analyste, ceux que nous pétrissons. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on parlerait de l'analyse comme nous
avec Lacan comme pétrir. Enfin, et alors, en effet, il s'agit de personne, quoi, la personne de l'analyste. Ça, c'est plus complexe. On ne va pas aller trop vite là-dessus parce que Lacan ne va pas dénier l'importance de la personne, de l'analyste. Mais le tout est de savoir comment la personne est impliquée. Il va dire, hein, elle doit payer de mots, il doit payer de sa personne, il doit payer de son jugement plus intime. C'est rien à voir avec une prestance d'une personne, il doit payer. Hein. Bon, il est au moins castré, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, bon, ça, on verra plus en détail tout à l'heure, tout à l'heure ou la prochaine fois. Donc, l'imposture à déloger. Alors, Lacan, lui, au fond, ne dénie pas qu'il y ait des phénomènes de contre-transfert. Hein. Il ne dit pas ça n'existe pas, on ne peut pas en parler, etc. Tout est. La question, c'est de prendre ça comme orientation de l'action du psychanalyste. Et là c'est une imposture. Il dit c'est une imposture de prendre ça comme orientation. Et le concept même, il existe, mais je me rappelle au DEA, il y avait toute une discussion autour de ce terme d'impropriété conceptuelle. Pourquoi Lacan, qu'est-ce que ça veut dire l'impropriété conceptuelle, au fond? Je reprends ça vraiment au commentaire lors du DEA, là, de Miller. Au fond, c'est un concept qui, certes, a trait à quelque chose qui existe comme phénomène, mais qui est impropre à saisir ce qui est en jeu dans le discours analytique. Il est impropre à saisir ce qui est en jeu, car dans sa construction même de concept, il y a une symétrie qui est impropre à saisir quelque chose d'une expérience marquée d'une asymétrie foncière. Au fond. Vous voyez, je peux dire ça, transfert contre transfert, c'est très symétrique tout ça. Enfin, et ça se base sur, en effet, on est pétri de la même argile, etc. etc. Enfin, le point vraiment constant qu'on retrouve dans la notion de situation analytique, par exemple, qui est au centre des travaux de Nacht et de la PDA, c'est très duel. Et donc, en vase clos, c'est duel et ça ne donne aucune place à quelque chose qui serait impropre à saisir hors de cette dimension-là, qui est l'ordre de l'inconscient, par exemple. Bon, ça n'a rien à voir avec la structure ternaire ou même quaternaire que Lacan va donner à la dite situation analytique. Hein. Enfin, voilà. Dans la propriété conceptuelle, j'entends aussi, pour ma part, que c'est-à-dire de travailler sur le contre-transfert, c'est travailler sur l'émotion, les affects, les ressentis de l'analyste. On n'est pas du tout dans le champ conceptuel, c'est-à-dire dans le champ du signifiant du langage. On est dans le champ de l'éprouvé. C'est aussi là où je vois une divergence entre concepts, et puis c'est impropre de nommer ça des concepts, puisque c'est des éprouvés, des ressentis. Et ça, j'en parlerai peut-être un peu plus. Peut-être, je ne sais pas moi. Je regarde un petit peu, après je l'entrerai sur la suite, parce que je suppose que tu vas en parler, ça te targue de dépasser la doctrine de Freud, tout ça, je ne sais pas si tu vas en parler, on ne va pas commenter tout, hein. Oui. Mais dis un peu ce que tu dis. Alors, j'ai essayé d'extraire de cette cause du désir, cause freudienne, pardon, que tu nous as donné comme référence pour au contre-transfert, c'est le numéro 53 de 2003, si jamais. C'est vraiment consacré complètement à ça. Et puis, il y a l'article de Jacques Miller qui prend 3 ou 4 cours même, de son orientation lacanienne, donc il y a une trentaine de pages. Alors, pardon, le cours, je peux vous dire, le cours 2002, c'est le 6, 13, 20 et 27 mars 2002. Voilà. Une leçon
Et je peux te dire peut-être, je peux donner une référence en Bien plus, sûr, bien sûr. qui est un dialogue qu'a eu Muller avec Vidloché, alors président c'est quoi, c'est du côté du PA, hein, donc Oui, PA, oui. en France. C'était François Ansermet, non, qui a fait. Non, c'est pas ça. Non. C'est un débat entre Daniel Vidloché et Jacques-Alain Miller, animé par Bernard Granger, en 2002. Donc, c'est l'année du cours de Miller sur ça, et qui est intitulé « L'avenir de la psychanalyse ». Et c'est magnifique, c'est un entretien, quoi. C'est une discussion, c'est quelqu'un qui les a fait discuter tous les deux, où il y a quelques formules, des thèses très, très bien frappées sur de quoi s'occupe l'analyste s'il est occupé avec ses pensées, quoi. Par exemple, enfin bon, voilà, mais je te laisse, j'en dirai quelque chose après, peut-être, si c'est nécessaire. J'ai réussi à serrer ça en 5 petites pages, alors 40 pages en 5 pages. Je vais essayer. Donc, évidemment, interrompez-moi, et puis l'idée, c'est que ce soit une conversation. Dans la direction de la cure et les principes de son pouvoir, Lacan nomme dès le premier chapitre et le premier paragraphe sa critique et son opposition vis-à-vis du contre-transfert. C'est un leurre qui sert à en masquer l'impropriété conceptuelle, c'est ce dont on vient de parler, à la page 525. Le contre-transfert avait cependant déjà été critiqué par Lacan auparavant, notamment dans son rapport de Rome en 1953, et encore avant ça, dans Technique de la psychanalyse, dans les écrits, je crois que ça date de 1919, si je ne me trompe pas. Il y a également une autre critique du contre-transfert dans ce tout dernier volume du texte Jacques-Alain Miller, Jacques Lacan aux confins du séminaire. Et quand il a donné son cours sur l'homme au loup dans les années 52-53, je le cite, le transfert était lié à des anticipations subjectives chez l'analysé, que le contre-transfert pouvait être considéré comme la somme des préjugés de l'analyste. Donc vraiment, il a toujours été très clair et surtout, il a été dans une position freudienne, parce que ça, c'est aussi ce que Freud dit du contre-transfert. Donc là, il est freudien, on peut dire. L'important, ça ne noter que pour Freud, c'était pas du tout un concept central. Exactement. Et c'était un obstacle, qu'il mentionnait, mais comme obstacle, pas comme moyen de. C'est ça. Donc, dans ce dernier, dans cette technique de la psychanalyse, Lacan pose le contre-transfert comme une position clairement hérétique, car présentée, c'est ça qui est important. Pourquoi c'est hérétique? Parce que c'est présenté comme l'instrument, le moyen de la conduite de la cure, et comme un obstacle à la poursuite de la cure. Un obstacle qui doit être réduit par l'analyse de l'analyste. Donc, le contre-transfert est quelque chose qui émerge. Ça, c'est juste pour montrer que j'avais déliré sur le contre-transfert il y a 30 ans en arrière, et j'avais fait une étude sur le contre-transfert. C'est ce qui me reste, j'ai retrouvé le dossier. C'est Tout ce qui t'intéresse du contre-transfert, tu vas faire votre travail. Il y a l'article original là, de Paula Heinemann qui est cité, qui a cherché, c'est elle en premier en 1949, qui a vraiment réussi à introduire, à fixer la notion de contre-transfert comme boussole un peu de la cure analytique. Sa définition du contre-transfert, par Paula Heinemann, était la totalité des sentiments que l'analyste éprouve envers son patient. Vous voyez que c'est quelque chose de très large. Le contre-transfert était censé être la clé qui ouvre l'inconscient du patient, alors qu'il s'agit sur le plan théorique d'un écrasement, c'est le mot qui me dit, du symbolique, donc un écrasement du champ de la parole par l'imaginaire. Voilà. Et ça me paraît vraiment très important de voir, ça m'a aussi questionné, qu'est-ce qui les a tellement gênés dans l'enseignement de Freud pour s'en écarter autant et de mettre, c'est vraiment l'imaginaire au premier plan. En 52-53, Lacan consacre 4 leçons à l'homme au loup, données à son domicile à rue de Lille. Certains de ses élèves ont pris des notes que Miller vient de publier, donc c'est ça, c'est la citation que je vous ai faite tout à l'heure. C'est donc bien la position de Freud que reprend Lacan dans cette citation que vous donnez.
et que je trouve personnellement que la précision pointant que le transfert comme des anticipations subjectives chez l'analysé, soit c'est des fictions, des anticipations, comment dire, subjectives. Je trouve cette précision également très éclairante et précieuse, puisque cela questionne immédiatement la nature de ce que pourrait être le compte transfert. La question du transfert dans la direction de la cure, puis plus tard du compte transfert, tient une place centrale dans toute l'histoire de la psychanalyse. La question du transfert dans la direction de la cure disparaîtra cependant pratiquement dans le tout dernier enseignement de Lacan. Ça, je vais juste en dire un mot. Peut-être qu'Anne-Lizzie nous en dira quelque chose à un moment donné dans notre travail commun, parce que même la notion de transfert sera complètement remaniée par Lacan à la fin de son enseignement. Avant de partager avec vous ce que j'ai extrait du texte de Miller qui est donné en référence, j'aimerais pointer rapidement quelques éléments de l'éditorial aussi de cette cause Freud. Christine Le Boulanger, qui signe donc cet éditorial, relève d'entrée de jeu le lien entre l'amour et la parole. Parler à quelqu'un, lui confier ses pensées les plus intimes, provoque l'amour. Parce que l'amour, fondamentalement, vise le savoir qu'on suppose à l'autre, savoir sur l'être. Donc là, vous entendez aussi, après tout ce que Lacan développera autour du transfert, le sujet supposé savoir. Vous entendez là déjà le lien entre transfert et sujet supposé savoir, mais elle ajoute aussi que c'est ce qui fait également obstacle à l'élaboration de l'analyse de transfert. Pourquoi cette évocation de l'amour? Parce que l'amour appelle l'amour, dit-on. Il est toujours réciproque. Cela suggère l'existence d'une symétrie. Alors, je ne dis pas par hasard, puisqu'après le temps de transfert, il y a aussi cette idée de symétrie. C'est cela le point important. Dès lors, se demande-t-elle, l'analyste répondrait-il au transfert de l'analysant par ses propres sentiments transférentiels, donc par son compte transfert? Elle pose la question. Sur ce point, Freud a été on ne peut plus clair, si bien qu'il est légitime de se demander pourquoi les post-freudiens ont accordé autant d'importance au compte transfert. Pour Freud, le compte transfert désigne les embarras, je le cite, désigne les embarras de l'analyste avec la conduite de la cure tenant à l'insuffisante élucidation de son inconscient. Donc on voit bien, Freud, c'est vraiment les mots de Freud, ça. Ce n'est pas du tout la direction que les successeurs de Freud ont choisie. Le compte transfert, entendu comme divulgation par l'analyste des émotions suscitées en lui par les associations de l'analysant, fut vraiment proposé à ce moment-là comme nouvel instrument de la cure. Donc, parce que Freud, finalement, il n'a jamais cherché non plus à définir vraiment une technique hyper précise de la cure. Il y a quelques règles, mais pas une technique. Là, il y a une bascule dans un autre registre. Cet instrument est censé être plus performant puisque l'inconscient de l'analyste serait censé vibrer à l'unisson avec l'inconscient de l'analysant. C'est quand même extraordinaire, ça. L'inconscient de l'analyste qui vibrerait à l'unisson avec l'inconscient de l'analysant. C'est un peu la notion de penser quelle hauteur d'âme nous témoignons à nous montrer dans notre argile être fait de la même que ceux que nous pétrissons. On est vraiment dans cette idée-là. Donc, on est aussi très très loin de l'idée lacanienne que l'inconscient interprète. Donc, on est des kilomètres-lumière. Lacan s'est dès le début de son enseignement opposé aux théories du compte transfert. Comme il le dit dans la direction de la cure, il considère que cette mode sur le compte transfert est une diversion. J'aime bien le choix du mot diversion. Ça montre bien qu'il y a je ne veux rien en savoir. Il y a quelque chose qui ne veut rien en savoir et on prend l'autre chemin. Bien plus une démission, ça c'est moi qui dis, à concevoir la vraie nature du transfert et que l'analyste est d'autant moins sûr de son action qu'il est plus intéressé dans son être. Ça, je cite Lacan dans la direction de la cure, des chapitres. La critique est ici cinglante de Lacan. Il montre bien qu'il y a
les analystes de l'époque avaient un grand souci de leur être, quoi, parce qu'ils étaient censés aussi être porteurs du moi sain auquel devait s'identifier éventuellement l'analysant. Jacques Alain Miller reprend dans ce numéro de la cause freudienne cette histoire du compte-transfert. Je vous recommande vraiment de commander, de l'acheter ou de le lire. C'est un long texte, une 40aine de pages, mais qui reprend les 4 leçons dont je vous ai dit. Si je devais vraiment résumer, et c'est là où je suis capable de résumer, Voilà. je devrais résumer en quelques mots la position lacanienne vis-à-vis du compte-transfert. Ce serait impropriété conceptuelle, diversion, imposture, rééducation émotionnelle et exercice d'un pouvoir faute de praxis. La praxis, c'est vraiment, on mouille sa chemise, on est dans, comment dire, la définition grecque de la praxis, c'est l'acte, tout simplement. Oui, ça met l'accent sur l'acte. C'est comme si les analystes là, qui critiquaient aussi la peur de l'acte analytique, de se mettre en acte. Quoi. Je pense qu'ils ne les critiquaient pas. Je les mettais à l'écart directement. Oui. Parce que critiquer, c'est quand même entrer ça implique un certain dialogue. Un dialogue contre, donc on va des argumentations contre. Mais là, ce que tu as dit, c'est qu'il s'écarte, c'est comment le mot que tu as dit, c'est il met à l'écart. Diversion. Voilà. Diversion. Ça, ça donne, je pense, que toute l'ampleur de ne vouloir rien savoir. C'est ça. C'est la première fois que je l'entends de cette manière-là et c'était très violent. Donc, comme j'ai dit, je vais extraire les points saillants. Il n'y a plus que 2 pages. En 2003, Miller soutenait à juste titre que nous n'en avions pas encore fini avec le compte-transfert. Pourquoi je dis à juste titre? Parce qu'aujourd'hui, dans le CAS en orientation psychanalytique, le compte-transfert est toujours enseigné et peut-être que de personnes ici présentes pourront nous dire quelques mots de qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du coup. Oui, j'avais levé la main après. Quand tu as fini, j'aimerais dire quelque chose sur le CAS et le compte-transfert. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais attends, laisse-moi juste. Il a resté en train de marcher. Donc, il est sorti du train. Donc, on est loin, même si l'article de la Paula date de 1949, on est très loin d'un débat qui est fini, fermé, clos. Et pour moi, ça signe vraiment qu'il y a la psychanalyse charrie avec elle sa propre résistance, la résistance contre le réel, enfin l'horreur face au réel. Et ça, c'est inéliminable. Il s'agit plutôt de s'intéresser comment on va répondre à ça, plutôt que de foncer dans le tas, je dirais. Donc, pour mémoire, le compte-transfert de l'analyse comme instrument de la cour, c'est joli. Non, mais de la cour, parce qu'il y avait. Mais oui, c'est joli. C'est un joli lapsus, a été dès le départ contesté par certains freudiens. Donc, il y a quand même des freudiens qui contestaient ça. Freud lui-même, évidemment, le critiquait. Mais surtout, le parallèle, la symétrie qui est faite entre le transfert et le contre-transfert qui était contesté, ainsi que sa surestimation dans la conduite, c'est-à-dire cette idée d'instrument dans la cure, mais ça ne remet pas en question forcément son usage. Les post-freudiens qui critiquaient le contre-transfert en faisaient quand même usage. Ils le prenaient quand même, mais ils essayaient de tempérer un peu son importance. Tu peux mentionner lesquels post-freudiens critiquaient le contre-transfert? Alors, les noms sont là-dedans, je ne les ai pas notés sur mon texte, mais il y en a plusieurs, il les cite. Donc, cette longue histoire et cette tension autour du contre-transfert n'a pas empêché les théoriciens du contre-transfert de maintenir cet instrument, cet élément dans la formation des analystes jusqu'à nos jours. Ça, on écoutera Dominique et les autres dans quelques minutes. L'idée de l'expérience à deux était, dès les années 60, considérée sous l'angle de l'interpersonnalité dans une certaine forme d'équivalence. Donc, la relation à deux, il y avait quelque chose de l'ordre de l'équivalence, tu le soulignais tout à l'heure, pas du tout une asymétrie. Il y avait vraiment cette idée qu'il y avait une équivalence, ce qui a aussi poussé vers ce contre-transfert. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le champ de l'imaginaire prévalait sur le champ du symbolique. C'est un des points les plus importants de la contestation de Lacan.
Les Freudiens acceptent qu'il existe chez l'analyste une réponse émotionnelle au dire et au faire du patient. Donc, ils acceptent qu'il y a Lacan aussi, il sait bien qu'il peut répondre une émotion chez l'analyste au dire et au faire du patient, mais son usage sera complètement différent. Lacan démontre cette idée en la plaçant dans et en la qualifiant de purement imaginaire. Et je trouve qu'il a une expression superbe, il la résume en « tu me plais, tu me déplais ». C'est très joli, je trouve joli comme il résume ça. Les Freudiens les plus critiques adoptaient de la position freudienne et encourageaient les analystes à surmonter leur transfert. Donc, il y avait quand même encore dans Freudien des gens qui essaient de dire qu'il s'agit de surmonter, c'est une partie non analysée. Ils continuaient à accepter la définition qu'en avait donnée Freud. Les autres, au contraire, tentaient d'établir une corrélation, c'est ça qui est intéressant, une corrélation objective et clinique entre le contre-transfert de l'analyste et la structure du patient, ses pulsions, ses défenses. Il y avait vraiment une corrélation, une sorte de vase communicant entre les inconscients de l'analyste et de l'analyseur. Vous pouvez entendre ici comment la radicale différence dont parle Lacan dans son enseignement soit le maintien de la distance entre I et A. Ça, ce n'est pas encore dans ce texte, mais c'est important de l'avoir en tête, qui est le ressort fondamental de l'opération analytique, c'est dans le séminaire 11 à la page 245. Le désir de l'analyste n'est pas un désir pur, c'est un désir d'obtenir la différence absolue, celle qui intervient quand, confronté au signifiant primordial, le sujet vient pour la première fois en position de siège subjectif. Donc on voit, si je fais cette citation qui est beaucoup plus loin, puisque c'est dans le séminaire 11, c'est quand même pour faire contraste avec cette question du contre-transfert. Ce qui est important de comprendre, c'est que le contre-transfert rapporté à l'inconscient du patient comme cause, et non pas comme du matériel non analysé chez l'analyste, ça, il s'agit de le retenir. C'est vraiment, le contre-transfert, c'est quasi, ça prend une place de cause dans la question de l'inconscient de l'analysant aussi. Ce n'est pas du tout soutenu par les pro-contre-transfert comme une partie qui ne serait pas analysée chez eux. Ils ne pensent pas du tout comme ça. Donc, et moi, quand je suivais l'enseignement de Kernberg là-dedans, c'est vraiment ce qu'on m'enseignait. C'est pas, jamais on m'a dit c'est une partie qui n'est pas analysée chez toi, va retourner sur le divan, etc. Non, c'est très bien, donc ton transfert, puis on mettait en corrélation avec la réaction de la patiente ou du patient. C'était ça. Donc, avec cette idée, cette théorisation imaginaire, les analystes fantasment un accès direct à l'histoire inconsciente du patient, ce qui donne aussi une idée qu'ils pensent que l'inconscient, c'est aussi ça qu'il faut entendre, c'est que ça change aussi la compréhension de l'inconscient elle-même. Ça veut dire qu'ils ont l'idée d'un inconscient, un réservoir, quelque chose qui est déjà là. Donc, pas du tout comme Lacan, que l'inconscient se produit finalement au fur et à mesure qu'on parle. C'est tout un autre statut de l'inconscient. Et tout ça juste parce que l'analyste a éprouvé des sentiments et des émotions. Vous entendez peut-être déjà que cela a une incidence directe non seulement sur la conception de l'inconscient, mais ça aura aussi une interférence directe sur la question de l'interprétation. Si j'interprète à partir d'un sentiment, on n'est plus du tout dans la levée du refoulement, on n'est plus du tout dans le travail qui a été mis en valeur par, tu l'as cité, par la Traumdeutung de Freud, on n'est plus du tout là-dedans. Donc la question de l'interprétation est complètement dévalorisée en raison de l'émotion de l'analyste, en raison de cet accrochage sur l'émotion de l'analyste, puisque c'est en quelque sorte l'éprouvé de l'analyste qui interprète le patient. C'est dans les années 50 et surtout le travail avec les psychotiques qui a aussi favorisé cette surestimation du contre-transfert, puisque l'émotion de l'analyste remplace l'interprétation dans la mesure où le psychotique parlait difficilement, parlait peu, puis en théorie, le psychotique ne refoule pas. Donc, comme il ne refoule pas, il n'y a pas d'inconscient. Donc, s'il n'y a pas d'inconscient, on y va avec notre émotion, notre contre-transfert. Ce n'est pas aussi simple. Mais c'est important quand même de suivre un peu la logique. Ils essayaient quand même d'essayer de résoudre quelque chose, même si on n'est pas d'accord.
Aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il y a un mouvement identique qui peut s'observer avec certaines prises en soin des autistes. On les parle au lieu d'entendre ce que Lacan disait, l'autiste est verbeux. Encore faut-il l'entendre. Vous voyez toute la différence. Donc, quand on n'arrive pas à comprendre, on a tendance, et c'est ce que je disais hier soir à Anne, quand l'humain, la psyché humaine, quand il ne comprend pas, il a tendance à foutre son imaginaire partout, quoi. Vraiment, et à boucher avec l'imaginaire. Donc, la conception du camp de transfert va progressivement tout de même évoluer, parce qu'il y aura encore des bougées là-dedans. Par exemple, le camp de transfert va se préciser sous la forme de l'empathie. Là, alors on a Wildlöcher, justement, selon Jacques Miller, Wildlöcher en fera même le moteur de l'analyse. Semblerait-il qu'à un moment donné, Wildlöcher a pris l'empathie comme le moteur de l'analyse. Ouais. L'empathie veut aussi, prétend quand même aussi essayer de s'opposer au camp de transfert, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des impasses avec le camp de transfert. Mais dans les faits, elle se situe dans la même catégorie logique que le camp de transfert, soit la catégorie de l'imaginaire. Quant aux Anglais, eux, ils amèneront plutôt le concept d'insight, qui renvoie à cette idée tout d'un coup, une compréhension soudaine du patient. On comprend le patient. Il semble qu'il faut tout de même entendre dans ces écarts vis-à-vis de la position de Freud, ces développements, la préoccupation ou l'embarras, ça c'est plutôt moi qui dis, c'est pas moi, vis-à-vis de l'interprétation de l'inconscient. Embarras face à l'énigme de l'inconscient freudien. C'est tout le travail précis et minutieux de la science des rêves de Freud qui est ici remis en question. C'est comme s'ils n'avaient pas vu tout le travail sur les signifiants. Freud travaillait comme sur le mot, l'importance du mot qui est choisi. Tout le travail sur les signifiants, puisque cette théorisation va dans le sens d'une identification au patient et vraiment écartée. Dans cette polémique théorico-pratique, je l'appelle comme ça, des pro-freudiens qui soutiennent la compréhension et l'empathie qui accouchent donc de l'insight, l'imaginaire, critiquent le camp de transfert qui, selon eux, conduirait plutôt à l'acting out de l'analyste. Bon, ça, c'est intéressant, parce qu'il y en a vraiment qui disent quand même qu'il y a un exemple là, qui est donné d'acting out, qui est donné par Lucia Tower, qui était une de celles qui disait que non, le camp de transfert, il s'agit de s'en tenir un peu à l'écart parce que ça conduit à l'acting out. Et je vous cite l'exemple qu'elle donne. Voilà une patiente qui vient d'une autre analyse où elle aurait connu une réaction quasi psychotique et qui commence avec elle, Lucia Tower, à la vitupérer rageusement et à l'agonir d'injures séance après séance. L'analyste témoigne en avoir été un peu agacé, mais dit en même temps, la plupart du temps, je l'aimais bien. Bon. Elle laisse se poursuivre l'expérience sur ce mode. La patiente l'injurie, tempête, etc. Elle ne moufle pas, elle dit rien. Cela va se payer d'un acting out. L'analyste s'en va déjeuner agréablement, prend son temps, revient et s'aperçoit que ces agapes ont eu lieu au moment où elle aurait dû être dans son cabinet pour recevoir cette patiente. Donc, elle avait oublié le rendez-vous. Lucia Tower témoigne alors avoir été habitée de sentiments de rage, de culpabilité et d'angoisse après cette séance qu'elle avait oubliée. La patiente revient, lui demande où elle avait été, elle répond « j'avais oublié ». Donc, elle admet son manquement. Je suis désolé. L'analysant se proteste dans la séance et puis finit par dire « Vous savez, Dr. Tower, je ne peux pas vraiment dire que je vous blâme. » Et, merveille de l'acting out ou contre-transférentiel de Lucia Tower, comme elle s'exprime, la défense disparut entièrement. La patiente cesse de l'injurier et entre dans l'analyse à proprement parler. Donc, ça serait intéressant de réanalyser ça autrement dans une autre lecture, mais je voulais donner un exemple de ça. Alors, pour Lacan, le débat sur et autour du contre-transfert et de l'empathie ou encore de l'insight, de l'identification au patient ne peut qu'amener la psychanalyse à la cure, à une impasse, car cette voie est entièrement logée dans le registre imaginaire au détriment du symbolique.
C'est donc clairement un refus de considérer, comme Freud l'a fait, l'analyse comme une expérience de langage et non pas une expérience émotionnelle. C'est vraiment une expérience de langage. Le rapport de Rome, c'est vraiment ça pose la pierre. Lacan, par rapport à l'intersubjectivité qu'il ne conteste pas, va différencier deux positions très différentes. L'une est l'intersubjectivité imaginaire, et vous reconnaissez là le contre-transfert, toutes ces dérives, et l'autre, l'intersubjectivité symbolique. Et le schéma L, à mon avis, l'illustre aussi, qui, elle, met l'accent sur le langage et la parole, et non pas sur l'émotion, ce qui vaudra d'ailleurs plus tard des critiques à Lacan, qui ne s'est jamais occupé des affects, etc., ce qui arrivera aussi à démontrer. Par conséquent, le discours analytique pour Lacan, c'est de faire taire le discours imaginaire. Ça me paraît très important. Faire taire le discours imaginaire qu'il nomme aussi discours intermédiaire, et cela au profit du symbolique. Alors après, plus tard, Lacan mettra le réel, mais là, à ce moment-là, c'est comme ça. Donc, je passe le chapitre où chacun linéaire par la chronologie. Vous pouvez lire vous-même, c'est très enseignant. L'enjeu semble réellement être comment interpréter hors du symbolique avec également une conception changée de l'inconscient. Est-ce que les analystes veulent être plus efficaces, plus efficients, plus rapides ou autres? C'est des questions que je vous posais. Pourquoi finalement ils vont là? Pourquoi ils s'en vont? Ce qui est sûr, c'est que depuis le premier texte de Heinemann de 1949, les analystes non seulement s'autorisent l'usage du contre-transfert dans la direction de la cure, mais en plus le qualifient d'instrument suprêmement utile, un outil de travail et de recherche à la direction même de la cure. Donc, vraiment, là, je cherche vraiment à souligner le grand écart qui est fait par rapport à l'enseignement de Freud, et je comprends aussi Lacan qui parle d'un retour à Freud. Cette position avec le contre-transfert transforme la définition même du setting analytique, la position de l'analyste, et même la position même de l'inconscient freudien, puisque cela implique l'idée d'un inconscient qui est déjà là, inscrit comme une réalité objective chez le patient et qui se manifeste dans la relation à deux grâce à l'usage du contre-transfert. Il ne faut pas plus pour faire bondir Lacan, j'ai marqué. Le langage du contre-transfert évolue ensuite, avec Margaret Little, vers une autre, peut-être que vous l'avez entendu, la réponse totale de l'analyste aux besoins du patient. C'est le titre de l'article qu'elle a écrit, Margaret Little, en 1956. Là aussi, on est loin de l'enseignement de Freud. En fait, Jacques Amière essaie de dire qu'elle essaye d'adopter une définition très large. Elle adopte en fait la définition très large de Paula Heinemann, mais sans mettre le contre-transfert. Elle essaie quand même prendre un peu d'écart vis-à-vis du contre-transfert. L'objet de la direction de la cure devient la réponse totale de l'analyste, tant consciente qu'inconsciente, au patient. Cela revient à inclure tout l'entourage. Alors là, c'est vraiment le médecin, la famille, c'est intéressant de lire ça pour la pratique de notre cabinet aussi, mais voilà. Inclure tout l'entourage aussi large que vous pouvez l'imaginer du patient donc dans la cure. L'effet de cette position est un effacement, et là c'est vraiment un effacement entre l'inconscient et le conscient, entre l'interprétation et le comportement. Tout est axé sur la dynamique interactionnelle, d'où la remise en question même de l'inconscient freudien. C'est plus le refoulement. Quand je dis l'inconscient freudien, c'est vraiment... il ne s'intéresse plus à la question du refoulement, qu'est-ce qui est refoulé, c'est vraiment la dynamique interactionnelle. Et là, j'ai un exemple à vous donner, qui vient dans 2 minutes. C'est aussi à ce moment-là où vous avez l'émergence des diagnostics du borderline, de Kernberg, etc. C'est intéressant de voir aussi qu'est-ce qui apparaît dans l'histoire de la psychiatrie. D'ailleurs, Kernberg, président d'IPA à ce moment, a aussi écrit un article sur le contre-transfert. Il travaille beaucoup avec cette notion dans la prise en charge de participation borderline, où il parle de couple, de comportement, de réaction avec le patient. Enfin, j'ai pratiqué ça. Voilà. Il tente aussi de trouver un consensus. C'est aussi ça l'idée de Kernberg. Il voulait essayer de trouver un consensus pour rassembler sur les multiples points de vue sur la question du contre-transfert. Un consensus entre la réponse totale
et les conceptions plus classiques du compte-transfert. Tout cela mène à l'école intersubjective des années 80. L'interaction l'emporte alors sur l'analyse de l'inconscient. Et si certains d'entre vous ont vu ce film que j'ai bien aimé, Will Hunting, en 1997, avec Robin Williams qui joue le psy, et puis Matt Damon qui joue un adolescent égaré, maltraité, mais surdoué en mathématiques, qui résout une formule mathématique alors qu'il est en train de faire les nettoyages dans l'université. Et ça, si vous voyez ce film, puis vous voyez l'interaction entre le psy et son patient, on est vraiment dans l'école intersubjective. Il n'y a pas d'analyse d'inconscient, c'est pas du tout ça. On est bons potes, on essaie d'être gentil, il essaie d'être le bon père pour ce gosse qui le rejette. Enfin, regardez-le, il vaut la peine quand même. Bon, en tout cas, je trouve que ça l'illustre très bien. Cette évolution mène à la pratique psychanalytique non lacanienne d'aujourd'hui, une pratique qui s'appuie que partiellement sur le langage et surtout qui ne croit pas au réel. Ça, c'est fondamental. Je crois que, vous me corrigerez, mais je ne connais pas d'autres écoles psychanalytiques, courants psychanalytiques, qui fait usage du concept de réel comme le font les lacaniens. Donc, de ce qui est hors sens, hein, de cette notion-là. Tout cela loin des concepts classiques de Freud. Nous pouvons résumer cette évolution comme deux sortes d'orthodoxies dans les années 50. L'orthodoxie freudienne par le compte-transfert, où l'impossible rapport de l'inconscient freudien à l'individu conduit à la théorie du compte-transfert et à loger l'inconscient dans la relation à deux. C'est pas qu'on pétrit, on est à deux. Là. Et puis l'orthodoxie freudienne lacanienne qui, dès 1953, avec fonction et champ de la parole et du langage, loge l'inconscient dans une dimension transindividuelle, certes, mais beaucoup plus complexe puisqu'elle engage la parole, le langage, le discours. Donc, c'est vraiment cette transindividuelle et dans le côté symbolique. Je termine sur le chapitre Retour à Lacan. Donc, le tout dernier chapitre, c'est Retour à Lacan. Là, on pourrait citer des passages, mais on verra. Je vais peut-être sauter ça, mais je vais juste finir avec comment j'ai terminé mon texte. Je citerai. Donc, nous ne sommes pas prêts de sortir du débat sur et autour du compte-transfert, à mon avis, qui pour moi est le symptôme face à l'unheimlich de notre béance causale, c'est Lacan, et ou l'ombilique, si on est freudien, soit ce sont les réponses, les traitements du trauma, les réponses à la rature de la psychanalyse lacanienne. La psychanalyse lacanienne vient tout le temps raturer quelque chose, qui pointe les rapports au réel, soit le nouage jamais harmonieux entre corps et langage dans la condition humaine. Je conclue. Je m'arrête là, je ne vais pas dire. On pourra avoir ton texte. Une fois corrigé, je vous l'envoie. Oui, ça marche. Voilà, donc là, il y a déjà des remarques pour ceux qui, aujourd'hui, travaillent le compte-transfert dans la formation actuelle. Je trouverais intéressant. Donc, Dominique, tu as la parole. Tu peux Merci, parler. René. Oui. J'ai eu le temps d'arriver à la maison, donc c'est parfait. Non, oui, c'était juste, je voulais parler du point de vue des supervisions qu'on a au niveau du CAS. Et on en a deux types. Il y a une supervision, en effet, une personne présente un cas. Après, il y a le superviseur et on discute. Et là, à chaque fois, le superviseur, une fois que le cas était présenté, demande qu'est-ce qui vous fait fantasmer aussi aux autres membres du groupe. C'est-à-dire, en écoutant ce qui a été dit, c'est quoi vos fantasmes, avec l'idée qu'avec ces fantasmes, on va arriver à accéder à ce qui se passe à l'intérieur du patient. Et cette chose arrive au paroxysme dans ce qu'on fait qui s'appelle les psychodrames. Donc, parce que les psychodrames, si c'est en patient, s'il y a plusieurs patients, ils font des psychodrames entre eux. Encore,
Mais là, on fait des psychodrames au niveau de la supervision. Ça veut dire qu'il y a une personne, elle part pendant 5-10 minutes d'une situation, et après, normalement, la personne qui a présenté le patient joue le patient, et après, tous les autres intervenants vont jouer des personnages dans l'histoire de la vie du patient. Donc, papa, maman, frère, sœur, etc. Et une fois que le jeu est terminé, la situation, chacun va décrire qu'est-ce qu'il a ressenti par rapport à la dynamique qui s'est instaurée, etc. Et il y a l'idée qu'en faisant ça, c'est-à-dire en regardant la dynamique du groupe, eh bien, ça va relever la dynamique inconsciente chez le patient. Et ça, en effet, ça me semble totalement délirant comme chose, parce que voilà comment c'est. Et je voulais aussi dire qu'au niveau du CAS, j'ai parlé quand même à pas mal de collègues qui sont en train de faire le CAS, même des gens qui sont plutôt du courant plutôt post-freudien et tout, mais je pense que personne n'y croit plus. C'est-à-dire que en parlant, on dit oui, on doit faire ça, c'est pour le CAS, etc. Mais je crois que peut-être à part les enseignants, il n'y a personne parmi nous, les gens qui sont en train de se former, qui croient à ça. Extraordinaire. Pourquoi ils se laissent faire alors? Pourquoi les étudiants acceptent de jouer à ça? Mais il y a eu des gens qui l'ont demandé à faire des changements, mais ça reste. Ça fait que ça? Bah, oui. Mais c'est délirant, hein, vraiment, on doit jouer son patient. C'est-à-dire que chaque samedi, chacun doit jouer son patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la parole. On doit jouer. On doit jouer son patient. Enfin, il y a déjà rien de ça. C'est complètement délirant. Comment tu veux travailler ton patient? On n'est même pas. Et après, on analyse à partir de ça, de ce qu'on a dit. Tout ça pour avoir un papier? C'est surtout la dimension de l'inconscient qui est complètement rejetée, mise à l'écart. Et c'est un jeu de théâtre. On est dans l'imaginaire pur, en croyant que l'imaginaire nous renseigne sur la réalité interne du sujet à qui on a affaire. Je trouve intéressant que Miller, par exemple, dans ce petit entretien, en 2-3 phrases, il dit au fond, que Lacan, lui, a centré l'expérience sur le discours du sujet, sur le discours du sujet. Ce qui est autre chose que de jouer le patient. L'expérience analytique au discours du sujet, alors que les praticiens du contre-transfert n'ont qu'un seul objet, leur propre expérience mentale pendant la séance. Ce sont là, dit-il, deux solutions contraires apportées à la même difficulté qui tient au caractère irreprésentable de l'inconscient, à l'impossibilité principielle d'un accès direct à cet etvas qui n'a jamais la forme de l'immédiat. Je trouve ça intéressant. Cet etvas qui n'a jamais la forme de l'immédiat. Qui n'a jamais la forme de l'immédiat. Ça, c'est une. Tu parlais du réel, là, en jeu, en effet, c'est l'inconscient, là, qui. Il y a un autre, il dit. Parce qu'il met ça aussi en rapport avec la durée de la séance, que la durée de la séance lacanienne est forcément courte, et que l'autre, ça s'allonge, parce que il faut laisser la place aussi aux pensées enfin bref. L'autre, c'est la même chose, dire l'attention portée par l'analyste à ses propres processus mentaux est cohérente avec une durée longue de la séance. La séance lacanienne vise plutôt un effet zen. C'est dans ce sens que Lacan parlait d'acte analytique. Ça veut dire que l'analyste comme tel ne pense pas. La définition lacanienne de l'acte « je ne pense pas », voilà, c'est refuser la pensée à l'analyste, c'est lui couper la voie du contre-transfert, où l'analyste s'embarrasse de sa pensée. Pour Lacan, c'est l'analyste identique à son acte. C'est lui dénier la qualité de sujet. C'est le désubjectiver. Si l'analyste se laisse manipuler par son contre-transfert, ses fantasmes, etc., alors il n'est plus à la place où il doit être. Il déchoit, c'est un lapsus de l'acte. Je trouve ça très beau, un lapsus de l'acte. Voilà, je voulais citer ça parce que... Qu'est-ce qui est un lapsus de l'acte?
Ah ben, se laisser embarrasser se laisser diriger par son l'imaginaire. contre Voilà, transfert, c'est ça, c'est un voilà. lapsus de ses l'acte. propres pensées. C'est marrant. C'est un lapsus de l'acte, ça veut dire il y a un côté de la court-circuit. l'acte est désubjectivé par exemple. Faut Enfin, je très, trouve très ça, précis. je trouve ça Moi, précis. je voulais juste parce qu'en entendant Dominique, ça fait peur en fait. Je trouve que c'est délirant, mais ça fait peur parce que c'est la place qu'il a, c'est dans une formation qui est censée être reconnue et qui va former, disons, dans les papiers reconnus pour la fédération, pour pouvoir s'installer, c'est les futurs psychologues, c'est les futurs soignants. C'est toute la difficulté parce que nos collègues, ils doivent passer par là pour pouvoir avoir une place après dans les lieux de travail. Je me disais, c'est dangereux et ça me fait peur parce que si j'ai bien compris, c'est pas qu'il nie l'existence de l'inconscient, ce sera bien plus facile. Mais il croit savoir ce que c'est l'inconscient et comment on doit opérer, hein, presque comme si on devrait formater nous-mêmes. C'est pour ça que je reviens aussi avec ces mots que tu as utilisés, Anne, du pouvoir. Il peut y avoir plusieurs assertions, mais la peur pour moi, c'est du côté de l'usage du pouvoir, un pouvoir, si je peux le dire comme ça, un peu totalitaire, c'est moi je sais ce qu'on fait, on va formater, on a une idée de ce que ça peut être l'inconscient, on va dire ce que c'est les fantasmes, c'est comme si on pouvait dire son fantasme comme ça. Oui. Écoute, on a passé je ne sais pas combien d'années d'analyse, c'est-à-dire avoir mais ces croyances que nous, on pense que c'est délirant, mais attention, eux, ils ne pensent pas que c'est délirant, c'est les gens qui forment. C'est pas nouveau. Non, j'ai dit C'est un débat qu'il faudrait qu'on ait vraiment qu'on travaille, parce qu'il s'agit aussi de la formation du. C'est la question de la politique. Voilà. Mais oui, ça, mais c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant parce que c'est quelque chose de très actuel aussi pour nous au sein de la SREP. Mais on garde Ces ces sujets-là, là, je crois qu'on doit avancer. Mais vraiment, c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on travaille. Pour moi, ça, il y a un lien, mais… Juste une chose. Mais si je peux une dernière chose, juste par rapport à l'actualité, beaucoup d'entre vous sont déjà au courant. Et avec ce nouveau séminaire d'introduction à la psychanalyse à Lausanne, quels excès dans l'amour, là, on est arrivé à 40 inscrits, que c'est assez énorme. Et beaucoup parmi les participants, donc l'idée, c'est vraiment de s'adresser à des gens qui ne sont pas dans le champ lacanien. Il y en a, je crois, une trentaine, donc 3/4 ne sont pas dans notre champ. C'est surtout des médecins, psychiatres en formation, des psychologues en formation. Et j'étais surpris que quand on a fait le premier tour de table à la première rencontre, les gens étaient vraiment intéressés par rapport à Lacan. Il y avait vraiment un intérêt là-dessus, alors que ce sont des gens qui sont quand même chez les post-freudiens. Et moi, j'étais vraiment surpris par rapport à ce grand nombre. Et justement, je suis très content qu'on fait cette année la direction de la cure ici, parce que je pense que ça pourra aussi me donner à moi et à certains d'autres collègues qui font ce séminaire pour essayer de transmettre quelque chose à cette trentaine de personnes intéressées par Lacan. Ouais. Par contre, je me permets d'intervenir par rapport à la question du CAS ou du MAS. Je trouve que s'il y a des collègues qui sont déjà des professionnels, qui suivent cette formation et qui assistent à des choses pour lesquelles ils ne sont pas du tout d'accord et qui trouvent que c'est même aberrant, il faut que ça aille plus loin. Il faut que ça soit motif d'une lettre au directeur de la formation, qui est le professeur Roman, et pas de dire c'est la formation, il faut passer par là, et puis ça reste entre nous. Chose dont on s'est plaint entre nous. Il faut que ça aille plus loin. Il y a, je crois, d'ailleurs, des étudiants qui font partie des discussions de délégués au comité scientifique qui peuvent s'exprimer par écrit, oralement. Il faut que des choses qui sont aberrantes soient dites, clairement. Il ne faut pas seulement que ça reste entre nous. Ah oui, c'est horrible. Non, je pense que… Je crois que c'est juste, mais bon, on va peut-être continuer sur la direction de la cure, mais ça, c'est vrai que… Absolument, mais c'est pour dire… Pour moi, c'était important de montrer qu'aujourd'hui encore, la question se pose et que ce n'est pas juste poussiéreux, une ancienne question de la psychiatrie. C'est-à-dire que dans la direction de la cure, on a les stratégies
Et la tactique et aussi la politique. Anne, on te laisse Voilà, continuer. on continue. Donc, on va prendre la page 586. Donc, il termine le premier paragraphe. Je le relis juste, parce que je pense que là, nous entendons montrer en quoi l'impuissance à soutenir authentiquement une praxis se rabat sur l'exercice d'un pouvoir. Bon, je pense que c'est assez clair avec tout ce qu'on a dit. Il va répéter la question d'ailleurs, hein, celui qui impose son idée de la réalité à la fin, enfin bon, on va bien. Alors, le paragraphe 2, enfin, paragraphe point 2, on va les appeler comme ça, chapitre 1, point 2. Le psychanalyste, assurément, dirige la cure. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne doit pas rabattre sur l'exercice d'un pouvoir qu'il n'y a pas une direction. Il n'y a pas de direction de la cure. Donc, le psychanalyste, assurément, dirige la cure. Alors, il dirige, ce mot de direction, hein, de diriger. Dans tout le paragraphe, il y a des termes qui répètent ça. Il fait appliquer la règle analytique. Il y a les directives, il y a les consignes. Il s'agit de faire oublier, c'est-à-dire qu'il ne recule pas à vraiment à désiger une action, là, concrètement. Est-ce que bon, ça ne veut pas dire pour ça qu'il en fait une pratique qu'on pourrait appeler directive. Est-ce que vous pouvez dire que c'est diriger un processus, ce n'est pas des personnes, pas des voilà, intervenants. c'est vraiment ça. Tu vas bien sûr le dire. Au fond, je dirais, il y a une opposition ici entre ce qui est opérant dans la cure et l'exercice d'un pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il distingue ce qui est opérant, les principes du pouvoir de la cure et l'exercice du pouvoir. Et pour ça, il pose la question sur quoi porte la direction. Donc, qui le fait et puis sur quoi porte la direction. Il part d'un consensus. Tous les analystes l'apprennent, le savent, diriger la cure, il ne doit pas diriger le patient. On est le psychanalyste assure la cure. Le premier principe de cette cure, c'est qu'il ne doit point diriger le patient. La direction de conscience, au sens du guide moral, qu'un fidèle du catholicisme peut y trouver, est ici exclue radicalement. Si la psychanalyse pose des problèmes à la théologie morale, ce ne sont pas ceux de la direction de conscience. En quoi nous rappelons que la direction de conscience en pose aussi à la théologie morale. Alors, on peut s'arrêter peut-être à ça. Après, je voudrais analyser dans le détail les paragraphes suivants, les deux paragraphes suivants. Mais sur le premier point, il y avait Marie qui avait préparé un petit mot d'explication sur la direction de conscience. C'est ça que vous avez reçu, qui est très bien synthétisé. Voilà. Au fond, elle n'est pas avec nous, hein, je pense. Non, elle est plus branchée. Là. Alors, la direction de conscience, alors, c'est un terme qui est du 19e siècle en France, il faut préciser. Alors, je pense qu'on peut peut-être lire simplement dans la religion catholique, le directeur de conscience, c'est celui qui guide une personne en matière de religion et de morale. Ça n'est pas le confesseur, ça c'est important. Je dois dire qu'au DEA, on avait eu la chance d'avoir les apports d'Antonio Di Ciaccia, qui là-dessus, bon, je ne vais pas prendre le temps de vous dire ce qu'il a dit, c'était beaucoup plus précis encore, mais enfin, ce n'est pas grave. Mais en effet, c'est extrêmement subtil. Il y a la théologie morale, la théologie sacerdotale, la théologie pastorale, enfin bon, tout ça, la direction de conscience relève de la pastorale et pas de la confession, pas de la sacramentale. La confession, c'est un sacrement qui opère avec les mots. La pastorale, ça relève plus de la morale. Oui, c'est ça, comment ce qui guide les actions, justement. Bon, bref. Donc, il diffère du confesseur, dans le sens où les conseils, je reviens au texte de Marie,
où les conseils qu'il dispense n'entrent pas dans le cadre d'un sacrement, comme la confession. Voilà. Le directeur régule la vie religieuse et morale. Il peut intervenir sur toute question portant sur la moralisation des activités quotidiennes. Alors, il y a la condition du secret, sauf dans les cas très graves. C'est un truc actuellement qui est très actuel, hein, je veux dire, avec tout le rapport de la CIAZ, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, moi j'ai suivi ça d'assez près. Le directeur de conscience, actuellement on parle plutôt d'accompagnement spirituel. On parle plus de. C'est pour ça que je dis que c'est un terme du 19e siècle. Actuellement on parle d'accompagnement spirituel. Pourtant, comme elle dit, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, donc le directeur de conscience ne peut pas rompre le lien, même si la personne dirigée ne suit pas ses conseils. Alors, le problème, parce que là, on dit que c'est un problème, la direction de conscience est exclue radicalement. Si la psychanalyse pose des problèmes à la théologie morale, oui, ce ne sont pas ceux de la direction de conscience. En quoi nous rappelons que la direction de conscience en pose aussi, c'est ça. Bon. Ce qui pose un problème avec la direction de conscience, ce sont les enjeux de liberté, contrainte chez celui qui est dirigé et de pouvoir du côté du directeur. En effet, la direction de conscience est un discours formaté qui ne tient pas compte de la subjectivité. Michel de Certeau la qualifie comme un art du faible, qui peut parfois être le lieu d'enjeux institutionnels complexes. Les positions sont alors renversées dans un jeu de dupes. Un amalgame est souvent fait entre la direction de conscience et l'accompagnement spirituel. Pourtant, direction de conscience est résolument du côté de la morale, tandis que le second est, comme son nom l'indique, du côté du spirituel. Le spirituel, Lacan le qualifie de praxis, en note, de praxis éthique. Ça, c'est intéressant. Il ne s'agit ici pas d'un discours valant pour tous, mais plutôt d'une approche fondée sur le discernement singulier. Vous savez que l'accompagnement spirituel, c'est ignatien dans son principe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jésuites qui sont les accompagnateurs spirituels. Bon, il y a ça dans toutes les congrégations religieuses, là, mais quand même, l'accompagnement spirituel, la spiritualité ignatienne, les exercices spirituels, notamment d'Ignace de Loyola, ça renvoie à ça. Et cette notion de discernement, c'est vraiment une notion ignatienne. Il est question d'envisager la personne dans sa relation à Dieu, donc l'accompagnement spirituel. Il ne s'agit pas d'un discours valant pour tous, mais d'une approche fondée sur le discernement singulier. Celui-ci vise à rechercher la volonté de Dieu dans la vie d'accompagner, alors que la direction de conscience sert la cohésion du groupe. En somme, on pourrait se demander si le discours du directeur de conscience ne serait pas normatif, oui, tandis que celui de l'accompagnateur spirituel serait quant à lui performatif, permettant aux croyants de se subjectiver comme tel. Performatif, c'est quand dire, c'est faire. Hein. Le fait de prononcer un mot, je promets, c'est l'acte face à un engagement. Dire, c'est faire. Bon, c'est intéressant ce qu'elle dit comme... parce que là, il y a l'éclairage qu'elle apporte. Je ne sais pas si vous voyez davantage, mais est-ce que je m'engage dans le point suivant, dans le commentaire? Oui, hein, d'accord. Donc, la direction de la cure est autre chose. Je lis. Elle consiste d'abord à faire appliquer par le sujet la règle analytique, soit les directives dont on ne saurait méconnaître la présence au principe de ce qu'on appelle, entre guillemets, la situation analytique, sous le prétexte que le sujet les appliquerait au mieux sans y penser. Ces directives sont dans une communication initiale posée sous forme de consignes
dont, si peu que les commente l'analyste, on peut tenir que jusque dans les inflexions de leur énoncé, ces consignes véhiculeront la doctrine que s'en fait l'analyste, au point de conséquence où elle, la doctrine, est venue pour lui. Ça, c'est une phrase centrale. Ce qui ne le rend pas moins solidaire de l'énormité des préjugés qui, chez le patient, attendent à cette même place. On va essayer de, pas si on a le temps, mais essayer de comprendre ça. Cette même place, il faut renvoyer au graphe pour ça. Selon l'idée que la diffusion culturelle doit permettre de se former du procédé et de la fin de l'entreprise. Ceci déjà suffit à nous montrer que le problème de la direction s'avère, dès les directives de départ, ne pouvoir se formuler sur une ligne de communication univoque, ce qui nous oblige à en rester là de ce temps pour l'éclairer de sa suite. Posons seulement qu'à le réduire à sa vérité, ce temps consiste à faire oublier au patient qu'il s'agit seulement de paroles, mais que cela n'excuse pas l'analyste de l'oublier lui-même. Enfin bon, chaque phrase, je pense, on va s'y arrêter, on prendra le temps qu'il faut, puis on continuer la prochaine fois. Donc, faire appliquer la règle analytique, il ne dit pas ici ce que c'est la règle analytique, hein, enfin, on sait bien que c'est celle de l'association libre. Les directives dont on ne saurait méconnaître. Il y a des directives qui créent la situation analytique, qui la font être ce qu'elle est. Et on ne peut pas en méconnaître la présence opérante sous prétexte que le patient, lui, les applique sans y penser. Bon. Pour la référence à la situation analytique, c'est un terme de Nacht et de la psychanalyse d'aujourd'hui, la situation analytique. Bon, c'est pas parce que ça fonctionne automatiquement, parce que ça c'est un peu l'idée de Nacht, de Freud aussi bien d'ailleurs, ça fonctionne automatiquement, on a parlé, etc. Qu'il faut oublier qu'il y a quand même là un principe, les principes de son pouvoir. Hein. Bon, c'est ça que Lacan interroge. Qu'est-ce qui met en route la possibilité même de la culte? Alors, c'est cette directive. C'est intéressant, je me rappelle de toute une discussion au séminaire de DEA, parce que c'était pas mal de discussions sur est-ce qu'aujourd'hui, on dit encore explicitement les directives? Est-ce que quand vous recevez quelqu'un pour la première fois, vous lui expliquez quelque chose? Enfin, c'était très intéressant. On s'interrogeait sur mais comment est-ce que dans la pratique, au fond, on dit encore, qu'est-ce qu'on dit au fond quand on reçoit une personne pour la première fois? Est-ce qu'on lui dit, comment est-ce qu'on le dit? Parce qu'au fond, l'accent est ici sur comment on le dit. Ces directives donc, sont dans une communication initiale. Est-ce que c'est encore aujourd'hui les entretiens préliminaires, en quoi ça consiste? Enfin, vous voyez tout ce que ça ouvre comme question quand même. Hein. Elles sont posées sous forme de consignes, mais ces consignes, au fond, elles ne sont pas... C'est pas pour rien que Lacan ne les nomme pas. Parce que ce qu'il dit, c'est elles sont hyper singulières finalement à chaque analyste comme tel, puisque si peu que les commente l'analyste, on peut tenir que jusque dans les inflexions de leur énoncé, autrement dit, les modulations, mais aussi bien le ton, enfin, ces consignes véhiculeront la doctrine que s'en fait l'analyste, au point de conséquence où elle est venue pour lui. Enfin, c'est assez... Je passe toute une série de trucs sur Steve, j'allais citer le matériel, mais je ne vais pas. Ces consignes, donc, autrement dit, le point de conséquence. Avec ce point de conséquence, Lacan avance un point, au fond, je dirais, moi, qui va ne pas cesser de réélaborer quand même tout autour dans la suite de son enseignement, c'est
c'est la question, quelle conclusion tirez-vous dans votre pratique de l'expérience analytique, finalement? Au fond, il la pose en termes d'énoncés, ici des inflexions, on pourrait mettre le couple d'énoncé-énonciation, au fond, il y a ce qui est dit, il y a la façon dont c'est dit, le point d'énonciation, qu'on dise, il reste toujours oublié, mais en fait, quelque part, quand même, qui transparaît. Plus tard, il embrassa ce point même, le point, je pense, le désir d'analyse, c'est en ce point X qu'il se situe, au fond, qui n'est pas du tout explicité, mais qui est opérant dès le départ, au fond, dans les inflexions d'énoncés, de l'invitation qui est faite à l'analysant. Et on voit bien comment ce point de conséquence, ici, établit une connexion, en fait, entre la doctrine et le désir de l'analyste, au fond. Le terme évoque aussi le point de conséquence. Ça n'est pas sans conséquence. Enfin, bon, votre propre analyse n'est pas sans conséquence. Bien ce qu'il va dire après sur le prix à payer aussi. Quand il va dire, lui aussi doit payer. Enfin, c'est intéressant ce point-là. Ce que tu viens d'expliquer sur l'énonciation, c'est ce qu'il dit dans le paragraphe l'avant-dernier. Le problème de la direction s'avère, dès les directives de départ, ne pouvoir se formuler sur une ligne de communication. Voilà, c'est ce que j'allais arriver à ça. Ouais. Oui, parce que on avait lu ça avec le graphe du désir que Lacan élabore à ce moment-là. Dans le séminaire 5 et 6, il élabore le graphe du désir, la direction de la cure est écrit le texte à la fin du séminaire 5. Et vous retrouvez, j'avais fait une photocopie je ne retrouve pas là comme ça, du sommaire, enfin, comment on dit, la table des matières du séminaire 5, où on voit Miller à la fin du séminaire 5 fait une notice, il situe ça d'ailleurs, les parties du séminaire 5, de quoi elles sont contemporaines. Les 7 premiers chapitres, elles sont contemporaines de la rédaction d'une question préliminaire. Les vacances de février, c'est jeunesse de Gide et signification du phallus. Ensuite, la dernière partie est contemporaine de la rédaction de la direction de la cure. Ouais, c'est intéressant de savoir ça. Pourquoi est-ce que je disais ça maintenant? Ah oui, la communication univoque, voilà. Parce que c'est la construction du graphe. Au fond, c'est pas sur une même ligne, c'est-à-dire on voit bien tout de suite, c'est pas fait de la même argile, c'est pas, enfin, tout va à l'encontre d'une idée de symétrie. La question de ce qu'il introduit ici, c'est l'effet d'après-coup. C'est aussi le fait qu'il y a 2 lignes dans le graphe. Il y a la ligne de l'énoncé et la ligne de l'énonciation. C'est sur 2 lignes différentes. Enfin, si vous voyez, et au fond, on pourrait... Il n'y a pas de... C'est aussi, quand l'analyste parle, il s'adresse à quelqu'un, il n'y a pas de compréhension mutuelle, au contraire de tout ce qu'il prétend. Il n'y a pas de compréhension mutuelle univoque, parce que là où il parle, qu'est-ce qu'il rencontre? Les préjugés qui attendent l'analysant à cette même place. Au fond, donc il n'y a pas de transparence, la communication, et au fond, on pourrait disait Miller, au fond, si on prend le graphe, ça implique la temporalité de l'après-coup. Qu'est-ce que j'ai vu là? C'est en ce point. Si, hein? Pas. Ouais. Bon, en fait, je ne vais pas reproduire tout le graphe, mais c'est parce que ça se complexifie, on n'a pas besoin de toute la complexité. Mais au fond,
il y a les préjugés du patient qui l'attendent, et puis à la même place, là où il parle, c'est-à-dire qu'on pourrait dire ce que veut dire l'analyste, c'est une intention de dire ici. Hop, ce qu'il rencontre là, c'est aussi les préjugés de l'autre, du patient. Et donc, bon, il y a aussi toute l'idée de la rétroaction qui est propre au graphe, c'est-à-dire qu'on dit une chose, on va le dire ici, on dit une chose, ça, comme ça, hop, les éléments signifiants, c'est quand la chaîne se boucle que se produit la signification. Pendant tout ce temps, sinon c'est un peu flottant, et puis c'est hop, c'est ce qu'il évoque c'est le temps d'après, c'est le temps d'après que se produit le point le S, petit S de grand A par exemple, hein. Ici quand il dit ce qui nous oblige à en rester là de ce temps pour l'éclairer de sa suite. Oui. Très compliqué à comprendre cette phrase, je ne suis pas sûre de la comprendre, mais j'y entends ce fonctionnement en rétroaction de l'effet de sens. Oui. Vous voyez, c'est ça que j'entends. J'entends, à cause de cet éclairage, d'utiliser la première cellule du graphe. Mais on pourrait aussi, voilà, on voit bien que... Anne, oui. il y avait une question parce que tu as dit qu'est-ce qu'on dit aux patients par rapport à la règle fondamentale, est-ce qu'on les dit, on ne le dit pas. Moi, je me disais, en t'écoutant, parce que si je te pose ces questions, je dirais non, pas au début. Il y a une question de temps aussi, c'est-à-dire quand on le dit, et c'est dans la rencontre et dans les travails entre les patients singuliers et l'analyste. C'est-à-dire on ne le dit pas directement, pas comme une règle préformatée, en tout cas je ne le fais pas comme ça, c'est le début que je reçois, parce que pour qu'il y ait de l'analyse, il faut encore du temps. Je pense que cette notion du temps, d'après coup, il est important aussi dans la direction. Ah ben écoutez, je pense qu'il y aurait beaucoup à discuter là-dessus, sur chacun, etc. C'est un peu compliqué, parce que ça, on n'a pas le temps maintenant, malheureusement, mais là, ça pose quand même la question ici, Lacan a l'air de dire, enfin, pas seulement il a l'air, mais il écrit que ça conditionne l'entrée dans l'analyse. Ce n'est pas le côté, une communication initiale, ça donne le principe même de la situation analytique. Bon, mais on est en 58, hein. Je ne dis pas du tout que ça veut dire qu'il faut faire pareil aujourd'hui. Je pense que la clinique a certainement changé, mais ce qui pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il y a là, comment est-ce que le discours analytique est présent d'emblée quand même, et qui fait que la question du désir de l'analyste est là présente d'emblée, que ce soit explicité ou non, moi je dirais. Voilà, ouais. Je ne pense pas qu'il... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas... Non, c'est vraiment... Non, c'est c'est bien. Oui, c'est une manière ce qui me paraît important, vous voyez, c'est le point de conséquence là-dedans. Ce n'est pas de l'ordre d'essayer maintenant techniquement, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas. Mais c'est qu'on le dise ou non, mais il y a là un X, il y a là quelque chose qui est présent et qui est le point de conséquence où l'analyste a mené l'analyse pour lui et où il prend la théorie. Alors, même s'il ne reçoit pas des futurs analysants classiques, hein, je trouve que ça pose toute la question, c'est quand même de qu'est-ce que c'est qui est le désir de l'analyste, au fond, qui est une forme de désir inédit et qui n'est pas, qui n'est pas de l'ordre d'une installation ou de l'obtention d'un diplôme, qui n'est pas une formation qui X ou Y, qui est sa propre analyse. Quelles conséquences a-t-il tiré de sa propre analyse qui lui permet de se mettre dans cette position de dire à quelqu'un « dites ce qui vous passe par la tête ». Mais moi, je trouve que c'est pas seulement qui lui permet, mais qui conduit au fait d'être ou pas
dans le discours de la psychanalyse. On a travaillé sur les 4 discours Oui. cet été. Je ne sais plus le texte de qui c'était. Toi, tu avais amené ce texte cet été. Je ne sais plus de qui c'était. C'est-à-dire que pour moi, parce que sinon, enfin, il y a la question où on se dit, oui, alors je m'excuse, j'y vais un peu avec le sens commun. On se dit, ouais, mais d'accord, mais alors c'est pour chacun. Alors c'est à la fois vrai, mais pas sans qu'il y ait un point où c'est pas juste purement subjectif. C'est aussi la question de pouvoir se tenir dans le discours psychanalytique ou pas. Ça, c'est, pour moi, il y a ce double versant sur la question du point de conséquence. C'est-à-dire d'un seuil franchi qui fait qu'on ne peut plus que se tenir dans le discours de la psychanalyse avec la formule des 4 discours. Où l'agent, c'est le petit A. Enfin, on ne va pas refaire le séminaire de cet été, mais pour moi, c'est ça que tu apportes de plus par rapport à la question du désir de l'analyse. Et de l'énonciation de la règle question du point de fondamentale. conséquence. Oui. Moi, je l'entends aussi. Et donc voilà, et puis la fin du premier paragraphe, c'est du premier point, du deuxième point donc, dans le texte. Je peux lire cette phrase parce qu'elle est assez... Posons seulement qu'à le réduire à sa vérité, ce temps consiste à faire oublier au patient qu'il s'agit seulement de paroles. Évidemment, c'est assez paradoxal. Ce ne sont que des paroles. Est-ce que ça voudrait dire que pour l'analysant, c'est donc sans conséquence? Enfin, je ne pense pas, mais ça n'excuse pas l'analyse de l'oublier lui-même. Il renvoie ici au rapport de Rome, hein, donc oui, fonction et champ, page 237. Alors, je vais avec moi. Ah oui, oui, c'est ça, mais c'est le début du texte. Hein. Bon. Je dis quelque chose de... C'est un texte, voilà. Toute l'action de l'analyse, c'est en effet de ne pas oublier qu'il s'agit de paroles. C'est lui qui dit, page 237. C'est dans les... Oui, il renvoie à son texte qui est dans les écrits, mais il dit ce n'est pas la page précise. Mais c'est intéressant de relire la production de Fonction et Champ, parce que c'est vraiment, c'est déjà très présent. Il faut rénover en sa discipline les fondements qu'elle prend dans le langage. Bon, enfin, je veux dire, c'est comme ça c'est les fondements de la psychanalyse, ne l'oublions pas. C'est ces fondements dans le langage. Et vous savez que c'est le champ de la parole et du langage. Donc, bon, ici, il renvoie quand même la question des paroles. Il s'agit seulement de paroles, mais ça n'excuse pas l'analyse de l'oublier lui-même. Quand il est dans le compte transfert, l'analyste, il oublie que ce sont que des paroles. Oui. il est pris dans autre chose. Mais que quoi? Il n'est que des paroles. Mais non, mais moi, ce que j'entends maintenant, parce qu'on parle beaucoup de ça, dans le dernier enseignement, c'est la conversation. Ben oui, c'est une conversation, mais l'analyste, il n'oublie pas qu'il analyse. Ce n'est pas parce qu'il fait comme une conversation qu'il entend, il repère, il prend des choses. Ça reste vraiment dans le dernier enseignement. Faire la paire, enfin voilà. Faire la paire, on retrouve aussi, on pourrait penser qu'on est tous du même acabit, mais n'empêche qu'il y a une différence. Enfin, je rappelle juste l'heure, parce que j'ai mis aussi 3 heures et demie. C'est le Zoom qui va s'arrêter, qui va nous clouer le bec. Donc, je ne sais pas si tu veux. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là, et on pourra reprendre la prochaine fois. Bon, voilà. La prochaine fois, c'est le 13 novembre, et puis ça sera avec par Zoom. Ça sera par Zoom, avec le point 3, avec le point 3 qui vaudra la peine qu'on s'y attarde aussi, bien sûr. Il faudra voir dans la suite quel paragraphe on peut éventuellement sauter pour ne pas arriver au bout du deuxième chapitre à la fin de l'année. Hein. Donc, mais enfin, mais ici, c'est essentiel parce que payer de mots, payer de sa personne, etc. C'est toute la suite qui en dépend, et donc on va prendre son temps. Et Dominique pourra, s'il est là ce jour-là aussi. Maintenant, je salue sa présence par Zoom, c'est génial.
Et il sera là pour parler de stratégie, etc. Ce qui me paraît aussi important, c'est que tu puisses peut-être envoyer à Thomas et à moi, enfin, quelles sont les références que tu aimerais que certaines personnes lisent, et puis je vous enverrai, puis je vous demanderai de choisir. C'est ça. Pour la deuxième partie, tu dis? En tout cas, pour la deuxième partie, on avait reçu. Alors, c'est Anne qui va nous dire. Alors, pour la partie 1, donc on avait direction de conscience, contre-transfert, tactique, etc. Ça, on a fait aujourd'hui. Alors, j'avais Karen Unserespesen. Moi, j'avais moi-même fait une petite recherche là-dessus. Alors, il y a la métaphore du jeu de bridge. Alors là, je vous assure, je me suis beaucoup attardée. Si quelqu'un connaît le bridge, pourquoi pas? Il faudrait que ce soit, mais il faut que ce soit court, parce que sinon, la psychanalyse d'aujourd'hui, on l'a fait aujourd'hui. Alors, la partie 2, quelle est la place de l'interprétation? J'espère qu'on y arrivera. Là, le globe, j'avais signalé Glober, mais ça, je pense qu'il ne sait pas. Il y a les passages de Dora et de l'Omora, qui sont les passages qui sont signalés par Lacan. Il y a surtout Chris, psychologie du moi. Mais ça, à la limite, j'ai l'impression qu'on est tous une mail, mais bon. On voit peut-être juste un mail. Oui, nous, voilà. Ensuite, on regarde entre nous qui prend un passage. Chris, non, mais on peut être à deux, travailler je pense à deux. que, voilà, il y a plusieurs personnes qui le disent, c'est pas plus mal. On va commenter, bon, le texte de Chris, on va commenter le texte de Lacan, mais c'est important d'avoir lu le texte de Chris pour suivre la démonstration de Lacan, mais aussi celui de Schmideberg, de Melita Schmideberg, parce qu'il y a deux, elle a travaillé aussi avec l'homme au cerveau. Et c'est une autre lecture. Il y a Chris, psychologie du moi, ça dit déjà son orientation. Tu prends Schmideberg et toi. Et puis, ça a été traduit en anglais. Inhibition intellectuelle et troubles alimentaires. Alors moi, l'anglais, madame. Traduit en anglais. Mais c'est en allemand, toi, tu es bien, Catherine. Oui, mais le texte à lire en allemand? Non. Intellectuel, Raymond, je n'ai pas ici. Celui de Chris, en tout cas, il a été traduit en français dans Ornica numéro 46. Oui. Et puis Schmideberg, c'est en allemand. C'est en allemand et traduit en anglais. Mais en tout cas, non, mais il existe en allemand. Bon, sinon, oui. Bon, vous envoyez le. Enfin, on voit. Mais on l'avait reçu. Ça, cette fiche-là, vous l'avez reçu. Oui. Donc, voilà. on voit ça. Et puis, je pars quand même de l'idée que Katia et Christiane lisent Chris, parce que de deux lectures de regard, moi, ça de façon intéressante, si vous êtes d'accord. Oui, Okay. Et puis, on enverra un mail avec Thomas pour voir qui d'entre vous peut se saisir d'une autre référence pour en dire quelques mots. Il n'y a pas besoin de faire aussi long que fait. Je crois que ce qui est vraiment le modèle, c'est ce qu'a fait Marie et puis Dominique. Mais là, c'est vrai que c'est 40 pages, c'est compliqué Ok, alors on va... Merci beaucoup. Si ça intéresse quelqu'un, les 40 pages, je peux les photos. J'ai un téléphone, je peux les envoyer. Les 40 pages de quoi? C'est la rue des Oui, mais on a, si on a le CD avec les phrases de Désir, ça va Moi, j'ai la 60 aussi. On a tout ça. Alors, Oui. alors c'est peut-être bien de l'envoyer à tout le monde. Oui. Quelqu'un peut alors, l'idée, c'est de l'envoyer à Thomas, et Thomas fait suivre à Oui, ça joue beaucoup. Tu as envie La prochaine fois, voilà, je serai par son, j'arrive la veille. Pas de souci. Donc, je rappelle que la prochaine rencontre, c'est le 13 novembre. Et ça sera par Zoom.